3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet nous accompagne ce soir, directeur adjoint de la gestion de DNCA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre-Nouan d'être à nos côtés également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et à nos côtés enfin Gustavo Ronstein. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Commençons peut-être avec l'ambiance de marché du mois de septembre. Alors évidemment, on sort à peine de la séquence Banque centrale de rentrée avec un déluge de communication des différents banquiers centraux et un retour de volatilité quand même sur les grandes classes d'actifs qu'on peut suivre sur les marchés. Et ce phénomène de double correction. Correction à la fois des marchés obligataires et des marchés actions qui ramène un petit arrière-goût de ce qu'on a vécu en 2022, Gustavo. Oui, en tout cas, le fait que ça corrige simultanément des deux côtés, ça ressemble effectivement à 2022. Pourtant, 2023 ne ressemble pas du tout d'un point de vue macroéconomique à 2022. Il faut quand même se souvenir que la grande surprise et la bonne surprise de 2023, c'est la désinflation. Une désinflation qui ne s'est pas du tout démentie tout au long de l'année. Et non seulement une désinflation, mais en plus sans coût économique très, très important. Notamment aux États-Unis, où on a eu à la fois une résilience très nette de l'économie, un taux de chômage toujours très, très bas, et puis une désinflation assez rapide. Donc une désinflation du style indolore, parce qu'elle s'explique essentiellement par des facteurs d'offres. Le fait que les facteurs bloquants du Covid ont mis du temps à partir, mais partent au fur et à mesure, et cette amélioration se voit effectivement dans cette désinflation. En Europe, c'est un peu moins marqué, mais c'est aussi la direction que ça prend. Et ça, c'est vraiment la bonne surprise. Mais malgré ça, on est à un stade là, dans cette rentrée où, quelque part, les marchés qui sont toujours dans ces réflexions complexes de dérivés secondes ou d'autres disent bon, ok, très bien, mais ça y est, la surprise a déjà eu lieu, c'est dans les prix, tout le monde a compris qu'il y avait une désinflation, mais à partir de là, est-ce qu'elle peut encore se poursuivre? Est-ce qu'elle peut s'accélérer? Ou au contraire, est-ce que ça y est, les prix vont se stabiliser, le niveau d'inflation vont se stabiliser au niveau actuel? Ce qui d'ailleurs n'est pas en soi très grave. En réalité, si ça se stabilise au niveau actuel, aux États-Unis, on est autour des 3% aujourd'hui. On ne peut pas dire que 3% soit un niveau extrêmement douloureux ou problématique. L'inconvénient étant simplement, c'est que si l'économie américaine, par exemple, réaccélère à partir de 3%, du coup, effectivement, l'inflation se met tout d'un coup à réaccélérer dans les prochains mois. Donc il y a ce côté dérivé seconde qui bloque un peu et qui rappelle aussi que les marchés obligataires restent encore un peu fragiles, sont encore un petit peu malades, parce que, dans le fond, la valorisation des obligations n'est pas encore très attractive. Alors aux États-Unis, c'est un peu moins vrai, effectivement. On est sur des sommets, je le donne, pour les 10 ans, 30 ans américains, on est sur des sommets de plus d'une décennie maintenant. Il faut remonter à 2007, octobre 2007, pour retrouver des niveaux de taux longs qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis. Oui, c'est vrai que quand on regarde les TIPS, par exemple, donc les taux réels, on est effectivement revenu assez loin dans le passé, mais dans le fond, ça n'est pas non plus des niveaux où l'économie américaine était empêchée de tourner. Ce qui est très compliqué, c'est de définir c'est quoi le niveau à peu près soutenable des taux d'intérêt réels ou des taux d'intérêt nominaux dans une économie. Ce qui s'est passé, c'est que la décennie précédente, et encore plus évidemment en 2020-2021, les taux étaient extrêmement bas. Et donc la hausse des taux est très, très violente, très rapide. Mais le niveau des taux, globalement, on n'est pas dans des extrêmes, on n'est pas en train de sortir de l'histoire. Donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus important, notamment en termes de resserrement monétaire. Est-ce que c'est la vitesse de la hausse? Est-ce que c'est le niveau des taux en eux-mêmes? On n'a pas exactement le même message si on regarde ces deux aspects. Les taux d'intérêt aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, sont peut-être devenus aujourd'hui regardables et raisonnables. En tout cas, en taux d'intérêt réel, comme je le disais, on est au-dessus des 2% de taux d'intérêt réel. Ça semble tout à fait raisonnable. Bon, peut-être qu'il faut que ça aille un peu plus loin. Il faut qu'en correction, souvent les marchés vont plus loin. 2 ans de taux réel à 10 ans aux États-Unis, dans un monde parfait où l'inflation reviendrait à 2%, c'est ce qui vous protège parfaitement de l'inflation sur 10 ans. 2 ans de taux réel, c'est-à-dire que sans aucun risque, le risque souvent américain qui est nul, un investisseur américain touche l'inflation plus 2%. C'est ça. Bon, je dirais que pour un ménage de base, pour la retraite, il n'y a rien de mieux que ça. Votre pouvoir d'achat est quand même bien protégé. Est-ce que c'est assez, pas assez? C'est toujours un problème de perspective. Ça semble assez aujourd'hui. C'est pour ça que du point de vue des obligations américaines, on est un petit peu plus proche d'une valeur, je dirais, acceptable. Alors, en Europe, on n'y est pas encore. Il nous semble aujourd'hui que les taux européens, dans le fond, sont encore
sont encore trop bas, encore qu'évidemment ça dépend de quel on regarde. Parce que, bon, évidemment, on est tous attirés par les taux allemands, mais qui sont... Le taux réel italien, il est pas mal. Oui, il est pas mal. Il est pas mal. Il intègre un risque de crédit. Ouais. On n'est pas très sûr. Parce que bon, une des raisons principales pour lesquelles on a envie d'acheter des taux longs en général, c'est pour se protéger en cas de choc économique, de récession ou de choc financier. Et bon, il est évident que l'Italie n'a pas forcément les caractéristiques, en tout cas la dette italienne n'a pas forcément ces caractéristiques, en tout cas auprès des investisseurs. Donc c'est ça qui pose un problème pour profiter vraiment de ces taux italiens. Après, j'ai quand même l'impression, encore une fois, dans la séquence septembre Banque centrale, c'est quand même les taux américains qui aspirent les taux européens sur la décision de la BCE, qui était un petit peu en avance avec une semaine de décalage par rapport à la réunion de la Fed. On voyait quand même plutôt les taux en Europe se détendre après le discours de la BCE. Et une fois que la Fed a communiqué, là, on a revu une aspiration à la hausse des taux européens. Oui, non, il y a un mouvement de l'ensemble des taux, et l'ensemble des taux corrige plus ou moins. Mais voilà, il y a ce côté encore un peu déstabilisé du marché obligataire qui ne trouve pas encore un soutien suffisamment fort. Et on ne parle pas en plus effectivement des questions budgétaires, notamment aux États-Unis, qui n'aident pas beaucoup à stabiliser les taux. Je crois que c'est surtout cette déstabilisation des taux qui vient contaminer le marché action. En tout cas, pour l'instant, nous ne voyons pas de message dans le marché action sur la croissance, vraiment. Ça semble plutôt une déstabilisation liée le coup de tabac, par les taux. D'ensemble lié par les au taux. marché obligataire. D'accord. Voilà. Julien Pierre, qu'est-ce que cette situation de marché qu'on décrit, qu'est-ce qu'elle reflète comme schéma macro? Qu'est-ce que le marché achète comme schéma macro pour les 3-6 prochains mois, entre récession, pas de récession, stagflation? Qu'est-ce que le marché joue aujourd'hui là? Alors le marché, je pense, c'est un peu dans cet entre-deux qu'on voit dans les données. On a parlé de la vitesse, on a parlé du niveau des taux, mais il y a un terme qui revient beaucoup dans le discours des banquiers centraux, c'est celui de la durée de cette période de taux élevés. Et on sent que les banques centrales sont plus dans une logique aujourd'hui de se dire les taux ont été mis à un niveau assez restrictif et maintenant il faut laisser ces taux agir progressivement sur l'économie à mesure des refinancements des acteurs privés et publics et que ça va résoudre la question. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans le discours de la Fed, cette insistance, parce que les gens ont beaucoup regardé les prévisions de la Fed sur l'année prochaine. Il ne faut pas oublier que c'est un instrument de communication, ces prévisions. Et ce que la Fed essaie de nous communiquer avec ces prévisions, c'est de nous dire on va sans doute, tant qu'on ne verra pas de ralentissement plus notable, les taux resteront plus élevés. Et donc les marchés intègrent une partie de ça. Je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer des effets techniques, c'est-à-dire qu'on est sur une tendance assez clairement haussière sur les taux. Ouais. Il y a des stratégies de suivi de tendance et lorsque vous regardez des études sur le positionnement de tout ce qu'on appelle les CTA, donc ces fonds qui jouent ces tendances, c'est des fonds qui ont massivement vendu les obligations récemment. Donc voilà, il y a des aspects techniques, il y a des aspects anticipation de la politique monétaire, des interrogations sur l'économie. C'est vrai que par exemple, si on regarde les taux européens et les PMI, on se dit, que se passe-t-il ? On a un PMI qui est à 47, c'est-à-dire des niveaux de récession, et les taux continuent de monter en Europe. Et c'est vrai que le fait que ça soit accéléré après la Fed fait que le marché américain est sans doute directeur là-dessus. Donc c'est quand même l'idée que le repricing des politiques monétaires n'est pas tout à fait terminé, même si la question est moins celle du niveau des taux, puisqu'on est proche ou au pic pour peut-être la plupart des banques centrales aujourd'hui. La question de la durée, c'est un vrai problème, entre guillemets, pour le marché et pour les stratégies d'investissement. Là. Oui, parce que les taux longs anticipent les taux courts sur les prochains mois. Et le fond de la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est juste restrictif ? Est-ce qu'on est très restrictif ? Et ça veut dire que le niveau moyen sur les 10 prochaines années, il sera peut-être un petit peu en dessous de ces 5% qu'on a atteint aux États-Unis, peut-être avec un 10 ans en moyenne autour de 4%, ou un 10 ans en moyenne autour de 4,50. Et le marché n'a pas encore la réponse, parce que la réponse, elle sera donnée par le comportement de l'économie américaine sur les prochains trimestres.
François, vos commentaires évidemment pour apporter de l'eau à l'analyse. Comment vous expliquez cette résurgence de la correction obligataire, alors qu'on peut dater, l'été a été aussi un mouvement de correction obligataire, hein, les taux ont monté aux États-Unis, les taux réels, etc. Mais c'est vrai qu'on est encore en plein dans cette séquence à ce stade, alors que, comme le rappelait Gustavo, 2023 a plutôt été une année de désinflation. Pourquoi est-ce que les marchés obligataires corrigent à nouveau aujourd'hui ? La première chose, c'est, je pense qu'effectivement, le marché américain est directeur, mais le marché américain est toujours directeur, que ce soit sur les taux, sur les actions en général, ou dans le cycle économique, qui sont souvent en avance sur nous. Ensuite, je pense que c'est plutôt du côté de la croissance qu'il faut aller chercher les explications plutôt que du côté de l'inflation. En début d'année, beaucoup d'économistes prévoyaient une récession pour 2023, chose qui s'est précipitée avec la faillite de SVB et la crise bancaire des banques régionales qu'on a eues aux États-Unis au cours du printemps. Et puis, finalement, l'économie américaine a montré des signes de résilience que personne n'envisageait, pas même la Fed. Nous, on pense qu'il y a 3 raisons principales à cela. La première, c'est plus de déficit public. On a eu plus de soutien budgétaire de la part du gouvernement américain que ce qu'on pouvait imaginer, et pas de réduction, voire un réécartement du déficit budgétaire cette année. La deuxième chose, c'est la désinflation, qui a été une désinflation plus rapide, en tout cas pendant les 6 à 8 premiers mois de l'année. Ça veut dire des gains de pouvoir d'achat plus importants. Donc on retire la taxe inflationniste sur la demande de la part des ménages, et ça a été quelque chose de positif. Et puis la troisième chose, c'est le fait qu'on a eu une poussée assez forte de l'immigration dans beaucoup de pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de pays qui publient des statistiques officielles sur l'immigration qui nous montrent qu'il y a eu un accroissement de l'offre de travail aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on se disait de toute façon en début d'année, on est déjà au plein emploi, donc l'économie doit ralentir parce qu'on ne pourra pas continuer à créer autant d'emplois que ça. Puisqu'on est déjà au plein emploi, tout le monde a déjà un travail. Évidemment que s'il y a plus de travailleurs qui arrivent sur le marché, ça permet d'avoir une offre qui s'accélère. Et ces gens sont absorbés. C'est ça. Ils sont absorbés pour un travail et consomment. Et c'est donc de la croissance en plus. Et c'est de la croissance en plus. Donc pour nous, c'est vraiment ces 3 explications qui font que l'économie américaine a surpris à la hausse. Et donc, qui dit surprise à la hausse de l'économie américaine, dit un cycle de taux qui va un petit peu plus loin que ce qu'on envisageait. Effectivement, là, on est plutôt dans la durée plutôt que dans la révision plus haut de cycle de taux. Mais ça veut dire que ce qu'on est en train d'observer, alors on pourra parler des parties longues de courbe un petit peu plus tard, mais sur les parties courtes de courbe, les anticipations à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, on est en train d'assister à une convergence entre le marché et ce que nous dit la Fed. Le marché était persuadé que cette récession allait venir rapidement et que la Fed serait obligée de couper ses taux rapidement. Alors, dans un premier temps, au deuxième semestre de cette année, et puis en fin d'année, et puis en tout début d'année prochaine. Et finalement, le marché, là, il est en train de se caler sur ce que nous dit la Fed, c'est-à-dire, attention, les taux, ils baisseront peut-être de 50 BP l'année prochaine, de 25 BP en 2025, et en fait, pas beaucoup plus que ça. Parce que la croissance va être là. Parce que la croissance va tenir, parce la Fed a l'impression d'être en train de réussir cet atterrissage en douceur de l'économie américaine. Alors, on verra, d'ici 2025, il va s'en passer des choses. On aura le temps de la repricer plusieurs fois, cette récession, ou de repricer une accélération de la croissance. Mais néanmoins, là où je suis assez confiant où je pense qu'on peut commencer à regarder le marché obligataire, sur les parties courtes de courbe de taux d'intérêt, on est en ligne avec ce que nous disent les autorités monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. Donc là-dessus, il y a plus grand chose à perdre, comme ce qui a été le cas au cours des 18 derniers mois. D'accord. Mais quand ce moment-là, ça vous permet de vous réintéresser à l'ensemble de la courbe américaine, d'être très à l'aise sur la partie courte où là, la volatilité, ou en tout cas il y a un semblant de stabilité peut-être et de convergence de vue entre le marché et la Fed qui semble s'installer. C'est ça l'idée. C'est vraiment partie courte. D'accord. On va dire tout ce qui est jusqu'au 5 ans. D'accord. Au-delà de ça. Et encore de la prudence sur des parties longues, voire très longues de la courbe américaine. De la prudence.
tendance parce que sur les parties longues de courbe, on va avoir toutes ces notions de prime de terme, de prime de risque obligataire par rapport au monétaire. C'est un peu barbare de dire ça, mais c'est vrai que si on prend les obligations, une des choses qui a fait l'attrait des obligations, c'est ces fameux effets de diversification dont on parlait en préambule, et le fait qu'on ait une corrélation négative entre les emprunts d'État et les actions. Donc ça permettait aux gens d'acheter des obligations. Grosso modo, quel que soit le prix, ça permettait de diminuer significativement le risque d'un portefeuille. Ce dont on s'est rendu compte l'année dernière, c'est que cette corrélation, elle était déjà d'une part pas stable et qu'elle pouvait même passer en territoire positif plutôt qu'en territoire négatif. Petit aparté, toutes les années 80, toutes les années 90, cette corrélation était positive. C'est peut-être une parenthèse de l'histoire qu'on a vue entre 2000 et 2022. Finalement, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce dont on s'est rendu compte, cette corrélation négative, elle n'était pas forcément stable. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des actions et que vous cherchez à diminuer votre risque dans le portefeuille, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez du monétaire, on va parler des États-Unis toujours, qui vous rapporte du 5,5, qui a zéro risque. Soit vous achetez de l'obligataire qui va vous rapporter du 4,5, qui va avoir un peu de volatilité, mais dont l'effet diversification n'est pas certain. Et c'est évidemment que les gens, depuis quelques mois, préfèrent se réfugier vers le monétaire parce qu'on a des niveaux de rémunération, et on regarde toujours l'obligataire par rapport au monétaire, on a des niveaux de rémunération de l'obligataire qui sont pas très intéressants par rapport au monétaire. On a aussi ce downgrade de l'État américain, c'est cet afflux de dettes d'émissions du Trésor américain qui est gigantesque et qu'on sait qu'il va durer encore pendant pas mal de temps, qui fait qu'il y a un phénomène dans l'offre-demande de balancier qui fait qu'on sait qu'on va avoir de l'offre. Et face à ça, la demande de trésorerie sur la partie longue de la courbe a beaucoup diminué. Il y a pas mal d'acteurs différents, notamment des acteurs internationaux qui sont assez peu sensibles au prix. Les Japonais, les Chinois, les Saoudiens. Ils n'achètent plus ? Ils n'achètent plus. Non. Les fonds de pension américains qui avaient des gaps de duration à combler, en gros, ils devaient absolument aller sur les parties plus longues de la courbe pour diminuer le risque entre leur actif et leur passif. Non plus, ces gaps de duration à combler. Donc tout ça, ce sont des acteurs économiques ou des investisseurs de marché qui achètent de manière insensible au niveau de taux d'intérêt. Des acheteurs contraints, forcés. Des acheteurs contraints. Mais il va falloir trouver des acheteurs non contraints. Alors, il y en a de l'épargne. Bien sûr. Les ménages ont plein d'épargne. Les ménages, peut-être qu'ils vont être un peu plus regardants. Est-ce que c'est intéressant d'acheter quelque chose qui bouge beaucoup ? Ou est-ce que mon produit à 3 mois que m'offre je ne sais quelle société de gestion ou autre Exactement. Donc, plus intéressant. effectivement, il y a beaucoup d'engouement pour le monétaire aujourd'hui. Et cet attrait du monétaire est forcément négatif pour l'obligataire en face. Ça remet en cause profondément le rôle d'une obligation d'État comme du 10 ans américain dans la construction d'un portefeuille. Alors, il y a du rendement, peut-être moins intéressant que le monétaire, mais on peut imaginer que certaines stratégies vont aller chercher du rendement quand même sur la courbe de taux aux États-Unis. Mais en tant qu'actif clé de protection contre la volatilité des actifs risqués dans les portefeuilles équilibrés, ce treasury américain, cette obligation d'État ne joue absolument plus ce rôle-là aujourd'hui. Non, effectivement, elle ne le joue plus aujourd'hui. Elle n'a pas toujours joué. Enfin, sur très longue durée, la corrélation est très proche de zéro. Il y a des phases dans un sens, des phases dans l'autre. Alors, il y a un risque, entre guillemets, c'est un risque très particulier sur le monétaire, c'est qu'effectivement, les taux baissent, en fait. C'est-à-dire, si vous réinvestissez tous les 3 mois et que les taux se mettent à baisser rapidement, vous investissez à des taux beaucoup plus bas, alors que si vous êtes loqué sur des taux longs, évidemment, vous allez avoir l'effet duration. Il y a un gain, oui. Il y a un sort de risque. Le risque de réinvestissement, ça existe, même si ce n'est pas un risque de perte, mais en tout cas de manque à gagner. Je crois que ça a été dit, je partage plutôt... savoir où se trouvent les taux normaux, ce n'est pas un chiffre qui va sortir d'un modèle mathématique, c'est juste l'observation de effectivement comment va se comporter l'économie elle-même. Il est clair que s'il y a effectivement une récession, début de l'année prochaine, ou même dès le 4e trimestre, sait-on jamais, on va en déduire que finalement les taux, ils étaient déjà assez élevés comme ça. Ah oui, effectivement. Oui. On va le déduire on trouvera les arguments a posteriori pour expliquer. Parce que, on est vraiment face à ceci. Et les questions de taux neutres, etc., ont toujours été résolues de cette manière-là, en disant, vous savez, les taux neutres, j'ai pas de modèle pour vous dire très honnêtement, avec beaucoup de fiabilité, quel est le taux neutre.
Mais quand on va y arriver, je vous le dirai, quoi. Ça va se voir. Ça va se voir parce que l'économie va effectivement se mettre à faiblir. Alors au 4e trimestre, aux États-Unis, il y a un certain nombre de choses effectivement qui vont peser un petit peu sur la conjoncture. Ça ressemble plutôt à un trou d'air, mais bon, les student loans, le government shutdown, le resserrement du crédit. Certains économistes commencent à nous préparer à l'idée qu'il y aura peut-être un petit moins devant au moins la première estimation de PIB aux États-Unis pour le 4e trimestre. Oui, c'est l'idée du trou d'air. Alors est-ce que ça va être suffisant pour dire « Ah, ça y est, c'est la preuve que l'économie, je ne sais pas, craque ». Je ne sais pas, ça dépendra effectivement comment le marché du travail réagit derrière, est-ce qu'il s'ajuste beaucoup. Pour l'instant, ce n'est pas l'impression qu'on a. Il est clair que toutes les données qu'on a eues pour l'instant, c'est plutôt une résilience de l'économie, une désinflation plutôt du côté par l'offre. C'est vraiment un grand bonheur pour la Banque centrale. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'elle pouvait espérer de mieux. Après un choc d'offre négatif, eh bien, on a un choc d'offre dans l'autre sens. Et c'est ce qui est le plus agréable, on va dire, puisqu'on a un bon équilibre entre la croissance et l'inflation, entre les deux pattes du mandat de la Réserve fédérale. Et du coup, elle est plutôt à l'aise voilà, pour attendre, en tout cas, et voir ce qui se passe. Elle est prudente, c'est ce qu'elle dit. On va avancer prudemment. Voilà, et on verra bien. On verra bien ce que va faire l'économie elle-même. Donc ça, alors, il y a quand même de la divergence, parce qu'on parle des États-Unis. En Europe, on a une situation qui est différente, parce que l'Europe a subi un choc des termes de l'échange assez violents. Et il y a une perte de revenus. Il y a une étude du FMI il n'y a pas très longtemps sur l'économie allemande, qui, je crois que c'était 1,5 point de perte de revenus, on va dire, définitifs. C'est une perte qu'on ne rattrapera pas. Par rapport à des niveaux de pré-Covid, c'est ça? Au niveau, non, pas pré-Covid, par rapport au niveau pré-choc ukrainien. D'accord. C'est vraiment lié au choc énergétique. Le truc simplement, c'est que le gros du choc est quand même passé malgré tout. Le choc a eu lieu, on ne va pas rattraper, mais enfin, le choc a eu lieu. Donc en termes de variation, c'est déjà passé. Et on peut peut-être espérer ou imaginer qu'à partir de maintenant, la conjoncture, notamment la conjoncture manufacturière, va peu à peu se stabiliser. C'est point bas. Voilà, point bas. Ça semble logique, puisque le marché, je le disais au début, joue toujours des dérivés secondes. Ça peut être une idée maintenant de dire, OK, dont acte qu'on peut s'approcher d'un point bas sur la partie manufacturière en Europe, notamment, et que notamment le cycle de déstockage a été déjà assez loin et que ça peut peu à peu reprendre. Ça, c'est une possibilité. On voit aux États-Unis déjà que le cycle manufacturier a l'air de tenir correctement. C'est le cas aussi en Australie ou au Japon. Peut-être demain en Europe, même si le moral est extrêmement bon. Oui, j'allais dire, c'est pas encore très perceptible, ce genre de discours n'est pas encore très perceptible dans le discours global. Le moral est très bas, on comprend. Et, je veux dire, depuis 2018, c'est la succession des chocs négatifs pour une économie manufacturière, que ce soit l'automobile, l'énergie, enfin tous les grands avantages, les grandes forces de l'économie allemande ont été touchés, donc ils sont très déprimés, mais enfin bon, il y a quand même des cycles, ça existe quand même. Et donc, un peu de restockage, le fait que la désinflation se poursuive, ça c'est un point très important. C'est vrai que la croissance, évidemment... On le verra sans doute cette semaine. On doit marquer normalement encore une petite marche à la baisse sur l'inflation européenne cette semaine pour le mois de septembre. Continue d'aspirer quand même d'être une bonne nouvelle. Je pense que c'est ce dont on aurait besoin pour stabiliser les marchés, notamment les marchés actions. Le marché obligataire... On peut espérer aussi qu'il se trouve un petit peu, se calme un peu, parce que c'est peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, ça donne aussi un peu de baume au cœur sur le marché action, qui, encore une fois, on a l'impression, c'est notre analyse, qu'elle souffre plutôt de ce qui se passe dans le marché obligataire que d'un problème très spécifique. On est bien d'accord pour dire qu'il va y avoir un trou d'air, que le résultat... On va en parler, de la dynamique des marchés actions, effectivement. Des moteurs fondamentaux qui peuvent encore peut-être... Le risque de grosse récession en Europe ne semble pas énorme. De stagnation, c'est sûr, c'est déjà largement anticipé, même par la BCE d'ailleurs. Mais cette idée que l'économie va plutôt avoir tendance à réaccélérer l'année prochaine. Si la BCE s'arrête là, aujourd'hui, Julien Pierre, d'accord avec l'idée qu'on peut avoir... Parce que dès que ça va moins bien ou dès que ça va mal en Europe, c'est vrai que vu le track record, le passé, le passif, etc., les discours très négatifs reviennent très vite sur le devant de la scène et c'est un peu le cas, semble-t-il, en cette rentrée. Il y a de quoi toujours être vigilant vis-à-vis de l'Europe, mais sur la question manufacturière, effectivement, je voyais le PMI manufacturier allemand, ça fait 3-4 mois qu'il est sous les 40, il semble... arrêter de se dégrader et on note toujours alors un écart non seulement entre les PMI et la réalité mais même entre les PMI et les enquêtes domestiques type INSEE ou IFO par exemple publié ce matin. Le président de l'IFO il dit oui il n'y a rien de glorieux dans l'économie allemande et dans la partie industrielle mais on a peut-être les signaux d'un pessimisme sur l'avenir qui est en train de se dissiper légèrement qui laisserait entrevoir la possibilité que l'économie allemande industrielle ait pu marquer son point bas. Il
y a le secteur manufacturier et le reste de l'économie. Sur le manufacturier, effectivement, on voit des indices qui sont stabilisés à des très bas niveaux. C'est quand même des très très bas niveaux. Oui. Lorsqu'on regarde à quoi ça correspond en termes de croissance, c'est pas génial. Oui. Et en plus, sur l'Allemagne... Mais ça ne s'est jamais vérifié dans la réalité. Enfin, je veux dire, il y a un écart justement entre la faiblesse de ces niveaux et la réalité. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de comparer les niveaux, par exemple, notamment pour l'Allemagne où on a des données sur les deux, l'évolution des commandes et l'évolution de la production. En fait, ce qui s'est passé post-Covid, toutes les entreprises ont paniqué et ont commandé, on commande 20-30% de plus que d'habitude, donc les nouvelles commandes ont fortement augmenté. Mais la production n'a pas suivi. Et aujourd'hui, on a eu une convergence entre l'évolution des commandes et la production. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette baisse des enquêtes qu'on a pu voir et qui était beaucoup tirée par les nouvelles commandes, elle ne se voyait pas dans la production. Aujourd'hui, il fallait apurer les stocks d'ordre qu'il fallait servir. Aujourd'hui, on est sans doute à ce moment clé où si on a... et le problème, c'est que lorsqu'on regarde ces enquêtes, les composants de nouvelles commandes restent mal orientés. Donc les baisses de commandes supplémentaires, elles pourraient là commencer à vraiment impacter l'activité. Et toute la demande accumulée pendant le Covid, les stocks qui s'empilaient de commandes commencent à être apurés aujourd'hui. Commencent à être bien apurés. Après, il y a aussi, sur l'Allemagne, il y a des choses structurelles. C'est-à-dire que le business model de l'Allemagne est quand même... pas mal abîmé. Vous regardez la contribution du commerce extérieur à la croissance de l'Allemagne. C'était de 2000 à 2015, plus 0,5 en moyenne chaque année. Donc pour l'Allemagne, entre un quart et un tiers de la croissance, donc gros moteur. Aujourd'hui, si vous moyennez sur une longue période pour avoir quelque chose d'un peu clair, on est sur quelque chose qui pèse structurellement. Parce que il y a eu un gros marché de l'Allemagne qui s'est arrêté. En plus, il y a ce choc énergétique qui a un gros impact sur une bonne partie du secteur manufacturier. Donc, il y a des fragilités qui risquent d'enrayer la capacité de rebond. Après, je parlais du reste de l'économie parce que lorsque vous regardez les PMI en Europe, ce qui a beaucoup baissé sur les 3 derniers mois, c'est pas le manufacturier, ce sont les services qui sont plus liés à la demande domestique. Et là-dessus, on peut penser que il y a quand même la diffusion de ce choc de taux d'intérêt. On voit tous les chiffres de l'immobilier en France, en Allemagne, enfin dans tous les pays qui sont mal orientés. Et donc, la politique monétaire, elle produit ses effets avec plus ou moins de délai. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant de regarder des économies comme les pays scandinaves ou le Royaume-Uni, qui ont beaucoup plus de taux variables, donc où la transmission est beaucoup plus rapide, qui sont déjà sur des pays où on a des PIB plutôt négatifs. Suède, c'est récession, c'est ça. Et des prix de l'immobilier qui ont déjà fait moins 20. Et donc, voilà. Donc, pour nous, on est dans cette phase où on se dit, on a eu le gros du resserrement monétaire, mais on n'a pas encore le gros des effets du resserrement monétaire. Et donc, le problème, c'est que les récessions, c'est des phénomènes complexes. C'est pas des phénomènes linéaires, donc on se dit, je regarde mes revenus des ménages, ça a l'air de bien aller. Je regarde l'investissement des entreprises, pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a accumulé des fragilités dans l'économie, et il se passe quelque chose qui fait qu'on... il y a un déclencheur. Les vulnérabilités sont là, et il y a une étincelle qui vient matérialiser ces vulnérabilités. Et c'est très compliqué de savoir d'où ça va venir. Est-ce que c'est, mine de rien, est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer en Chine, avec ces promoteurs immobiliers ? Parce que quand on regarde un petit peu à l'échelle de la planète, la politique monétaire américaine, elle ne produit pas ses effets qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que quand vous êtes la banque centrale chinoise, le fait que la Fed ait des taux à 5,5, ça limite votre capacité à assouplir la politique monétaire pour aider votre demande domestique. Et donc, ce qui se passe sur les promoteurs immobiliers est peut-être aussi lié de manière indirecte au resserrement monétaire aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et donc voilà, on rentre pour nous dans cette phase où on a des chiffres qui, jusqu'à présent, nous disent tout va bien, mais il peut se passer quelque chose. Ouais. Sur l'Europe, François, et puis alors, je reprends parce que donc, Christine Lagarde s'est exprimée ce matin, elle témoignait devant le Parlement européen. Elle dit assez clairement la durée, le maintien des taux et le niveau des taux sont clés pour la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'elle ne ferme pas du tout la porte à un ajustement encore du niveau. Le niveau est aussi important que la durée du niveau. Villeroy-de-Galhau, ce matin, il ne dit pas tout à fait ça. Non, mais je sais qu'il y a des dissensions, mais voilà, Villeroy-de-Galhau, il est au stade où il pense que c'est la durée qui doit piloter la politique monétaire et que pour le niveau, les niveaux atteints sont suffisants.
Ouais, ils s'accordent tous à peu près quand même à dire que le niveau, on n'est pas loin du compte. D'accord. On a fait 450 points de base de hausse de taux. Alors peut-être qu'il y en aura 25, 50 de plus, c'est ce que vous auront les plus faucons, mais ça ira pas au-delà de ça. Ensuite, sur la question, c'est très difficile de piloter. Le métier de banquier central est un métier ô combien difficile. Savoir effectivement quel est le niveau qui va permettre de taux d'intérêt qui va permettre de faire ralentir ou réaccélérer au contraire la croissance et trouver la sensibilité de l'économie au taux d'intérêt, c'est quelque chose de difficile qu'on constatera effectivement a posteriori. Pendant 10 ans, les banquiers centraux ont baissé leur taux de manière très très agressive, fait du quantitative easing, inondé le marché de liquidités parce qu'on avait l'impression que l'économie n'était pas suffisamment sensible à la hausse de l'économie, au taux d'intérêt, à la politique monétaire. Bon, là, on a un peu l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que malgré toutes les hausses de taux de la part de la Fed notamment, finalement, l'économie américaine tient bien. En zone euro, ça a quand même l'air effectivement d'être un petit peu, l'économie européenne est plus sensible au taux d'intérêt, c'est ce qu'on voit, hein. Si on regarde le marché de l'immobilier US tient quand même relativement bien. Le marché immobilier européen a plus de mal, que ce soit en Allemagne, en France, dans les pays scandinaves, en Espagne également. On est sur un marché immobilier qui semble un petit peu plus sensible au taux d'intérêt. Après, est-ce que pour autant on va avoir une récession en Europe ? On a un gros avantage par rapport aux Américains, c'est qu'ils ont fini par consommer tout leur excès d'épargne accumulé pendant le Covid. On a encore un stock d'épargne gigantesque et c'est vrai que tout le monde on se plaint beaucoup, hein, on a beaucoup de pessimisme en Europe, on se plaint beaucoup en France, mais de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que tous les mois, il y a une collecte record sur le livret A. Et le livret A, c'est pas Bernard Arnault qui remplit son livret A, c'est les classes moyennes qui remplissent leur livret A. Au mois d'août, on a encore collecté 3 milliards sur le livret A. Donc ça veut dire qu'il y a de l'épargne disponible et que cette épargne disponible, c'est quand même un matelas de protection en cas de fléchissement de l'activité. Et donc, encore une fois, cette récession, elle finira par venir, mais on ne la voit pas dans les prochains mois. On est sûr du comportement de l'épargnant dans une phase effectivement d'affaiblissement. Parce que oui, c'est des taux d'épargne France-Allemagne, ça doit être à plus de 18%, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est des taux bien supérieurs encore à ce qu'on observait évidemment avant la période Covid. Hein. On plafonne un peu en Allemagne, mais ça plafonne un peu en Allemagne, mais sur des niveaux qui restent très élevés. Et en France, on est qui est de la marge, ça c'est sûr, hein, dans les bas de laine entre guillemets, mais on peut avoir confiance dans l'idée que oui, en cas de difficulté économique, c'est de l'argent qui serait mobilisé, utilisé, ou est-ce qu'on peut assister à des comportements, je sais pas, à l'inverse, de gens qui se diraient, mais je vais encore épargner plus parce que regardez, c'est la crise et ça va durer et on n'arrête pas de me dire qu'on s'en sortira pas, quoi. C'est un amortisseur. Ouais. Comme on est en train progressivement de reconstituer notre amortisseur fiscal. Pas assez vite au goût de certains, mais on va faire en zone euro, a priori, pour 2024, le budget agrégé des pays de la zone euro, ça sera aux alentours de 2,8%. Et ça, c'est bien ? C'est pas mal, 2,8%. Non, mais c'est bien pour un investisseur qui regarde la zone euro. Tiens, est-ce que c'est un territoire d'investissement intéressant ? C'est bien de voir qu'on revient à moins de 3% de déficit sur PIB en 2024. Je pense. Vous préférez cette situation à celle des États-Unis où on ne sait pas où le déficit s'arrêtera ? Je pense que n'importe quel pays du monde, hors les États-Unis, serait dans cette situation de double déficit. Ce pays aurait une monnaie qui serait en train de s'effondrer à une vitesse vertigineuse. Ils ont la chance d'avoir le dollar, ils en profitent allègrement. On n'a pas cette chance-là, et oui. Et donc on n'a pas d'autre choix. Non, on n'a pas d'autre choix. Ouais. Oui, d'accord. On a besoin d'avoir un policy mix qui soit plus orthodoxe que ce qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Donc ça protège la signature de l'Europe, je comprends, et ça n'amène pas forcément la zone euro en récession. En tout cas, ça permettra, comme je dis, c'est des matelas au niveau de l'épargne ou au niveau des politiques budgétaires qui permettront de largement atténuer les effets d'une récession. Donc ça veut dire que si on a une récession, ce sera une petite récession et on ne va pas avoir de dépression, on n'aura pas de dépression en zone euro. Bon, petit tour de table, vos commentaires, et puis logique d'investissement dans ce contexte, effectivement, à l'aube du 4e trimestre là, qui va commencer, Gustavo,
Quelle attitude on a envie d'avoir aujourd'hui? Un peu défensif, beaucoup, pas trop. Et puis comment on répartit effectivement dans une allocation là, les différents actifs, classes d'actifs dont on a pu parler? Oui, bon, là, à court terme, on voit bien qu'il y a... Les investisseurs ne sont pas contents, les marchés, dans ces moments, c'est désagréable. Bon. Mais pour autant, on n'a pas de scénario extrêmement désagréable non plus. Donc on est vraiment très équilibré. C'est pas extrêmement original ce que je vais vous dire, mais enfin, disons qu'on est relativement neutre en termes d'exposition action et le reste étant entièrement monétaire. On n'a pas, on n'a pas de duration en portefeuille. Ça a plutôt rajouté du risque plutôt que ça l'a enlevé. À un moment, ça changera, j'en doute pas. Ouais, je comprends. Mais pour l'instant, on reste dans cette position, on va dire, cash action. Et la partie action très diversifiée au niveau international. Ouais. Parce que justement, il se passe... Qu'est-ce qui diversifie aujourd'hui sur les actions? Parce que sinon, on se retrouve vite avec 60% d'actions américaines, hein, si on est... si on suit un benchmark... Si on a un benchmark Capi Weight, oui. Ouais. Vous le savez, nous, on se benchmark sur un monde Equal Weight, où toutes les actions ont le même poids. Les actions américaines passent de presque 70 à 40%. Ouais. Parce que ce sont des grosses boîtes, mais c'est pas là où sont toutes les entreprises. Il y en a aussi beaucoup au Japon. Et 40%, c'est déjà bien. Et c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est moins que... Voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux diversifié. Aussi sectoriellement, parce que bon, évidemment, la tech et tout ça pèse un poids très important. Donc, on est beaucoup plus diversifié. Et oui, il y a des pays comme le Japon où il se passe quand même d'autres questions. Le Japon, c'est une économie intéressante où leur problématique, c'est plutôt est-ce qu'on met fin à 5 ans de déflation? Est-ce que ça y est? Est-ce que les entreprises ont découvert comment on faisait pour augmenter les salaires, comment pour augmenter les prix, et que, tiens, on peut augmenter les deux, et puis hop, ça y est. On n'est pas sûr, mais c'est ça la tentative désespérée de la Banque du Japon d'aller dans cette direction. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui... En tout cas, les diversifications, il se passe autre chose. Et c'est des actions japonaises couvertes à ce niveau de la yen? De moins en moins couvert. De moins en moins couvert. On commence à prendre du yen je comprends. De plus en plus, donc à peu près à moitié couvert. Et puis bon, voilà, l'Europe aussi, qui nous semble être aussi une zone où il se passe un peu autre chose. Et donc, voilà, on essaie de diversifier toujours le plus possible. Un tout petit peu d'émergents, mais bon, les émergents, c'est pareil. C'est pas du tout une classe homogène. Et du coup... au sein des émergents, il y a toujours quelques zones qui peuvent nous semblent intéressantes aussi pour diversifier. Chine ou pas? Non. Pas spécialement. La Chine spécialement. On n'est pas très spécialement inquiet sur la macro chinoise, mais c'est pas pour autant que les marchés chinois nous inspirent énormément. Après, il va être, le marché chinois peut s'envoler littéralement. Hein, tout est possible. Mais fondamentalement, c'est pas un marché qu'on comprend extrêmement bien et on est extrêmement à l'aise pour investir. Bon là, même si la macro semble se stabiliser, ça continue de décollecter, visiblement, sur les actifs chinois. Actions, en tout cas. Oui, c'est devenu peu investissable, en fait, du coup. Julien Pierre, qu'est-ce qui vous anime là dans la gestion diversifiée chez Lazard Frères Gestion, encore une fois, avec la perspective du 4e trimestre et de fin d'année? Oui, alors, nous, on reste sur la position que ce resserrement monétaire, qui est quand même de grande ampleur, qu'on a connu un peu partout dans le monde, va provoquer à un moment une récession. Enfin, pour nous, les PMI en Europe sont cohérents avec une récession. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce qui a bien aidé jusqu'à présent en Europe, c'est l'emploi qui est un peu déconnecté en fait de l'activité. On a eu beaucoup plus de création d'emplois que d'activité. Oui. Voilà, on reste. C'est une reprise sans croissance. Enfin, il n'y a pas de croissance, mais il y a de l'emploi. C'est de l'emploi sans croissance. C'est ça. Donc nous, voilà, on a quand même cette idée qu'on a des économies qui sont progressivement en train de basculer sous l'effet de ce resserrement monétaire. Et donc, on conserve une allocation très prudente, c'est-à-dire des sous-expositions assez marquées au marché actions. Une poche obligataire sur laquelle on va privilégier les obligations de bonne qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, pour les investisseurs, sur du crédit investment grade, on a une situation qui n'a rien à voir avec les 15 dernières années. Aujourd'hui, vous avez du rendement d'à plus de 4% pour l'investment grade européen. Là-dedans, vous avez une bonne composante taux plus que spread, donc de quoi absorber éventuellement une dégradation de la conjoncture. Et on rajoute petit à petit de la duration pour protéger le portefeuille. François, qu'est-ce qui vous intéresse là dans les grandes classes d'actifs aujourd'hui chez TNCA? On a tendance à réduire la voilure aussi sur le marché action. Donc sur nos portefeuilles diversifiés, depuis le milieu de l'été, on réduit progressivement la voilure. Sur la partie... En fait, c'est assez simple. On a du 4% sur le monétaire.
Pourquoi aller chercher du risque? Notre mandat, c'est de protéger le pouvoir d'achat, le capital et le pouvoir d'achat de nos épargnants. On a une inflation qui est en train de diminuer, qui va passer en dessous de 4% à partir du mois d'octobre en zone euro. Des taux monétaires au-delà de 4, avec une visibilité qui est quand même assez réduite. Donc on préfère réduire le risque aujourd'hui. On a un marché action qui s'est quand même très bien comporté depuis le début. Et vous estimez que le momentum action là, est en train de faiblir quand même, parce qu'on reste, les indices restent dans une logique de range, comme disent les techniciens. On est sur des performances à 2 chiffres depuis le début de l'année, malgré le fait que les taux d'intérêt aient quand même significativement remonté. Et donc on a des primes de risque qui sont très nettement contractées sur le marché action. Et on ne la voit pas encore venir, cette récession, mais peut-être qu'elle arrivera plus tôt que ce qu'on imagine. Et donc, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle d'essayer de prendre 15 ou 20% de volatilité pour essayer d'aller faire 2-3 points de mieux que le monétaire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, donc on réduit les risques également chez nous. Sur le crédit, il y a des poches encore qui valent le coup pour... Sur le crédit court terme, oui. On sera sur des niveaux de rémunération. Il n'y a pas besoin d'aller loin sur la courbe pour aller chercher, ou très bas en termes de signature, pour aller chercher des niveaux de rémunération attractifs, entre 4 et 4,5%. On aime bien les emprunts d'État émergents aussi. On a vraiment cette idée de long terme qu'il va y avoir une convergence de rating entre les pays émergents et les pays développés. On a eu des policy mix beaucoup plus orthodoxes en 10 ans de tous ces pays émergents. Ces pays-là ont gagné en crédibilité depuis 10 ans, depuis l'époque des grands fragiles, des crises précédentes. Donc aujourd'hui, on peut avoir sur des émergents, sur des signatures notées triple B, des niveaux de rémunération entre 5 et 6% en euros sur des maturités à 5 ans. Ça, c'est des choses qu'on trouve assez intéressantes à aller capter, parce qu'on a peu de risques finalement, souvent des niveaux de dette sur PIB qui sont inférieurs aux nôtres, qui sont même très inférieurs aux nôtres, et donc un niveau de rendement de risque, de rendement ajusté du risque qui est vraiment attractif. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette participation à Planète Marché ce soir et vos analyses et l'éclairage que vous nous avez apporté sur la situation des marchés. François Collet était avec nous, DNCA, Julien Pierre-Nouan, Lazard Frères Gestion et Gustave Orenstein, Dorval Asset Management.